Le thème de cette année qui était la rue, évidemment, quand Marie m'a contacté pour le thème en disant que c'est la rue, tout le monde pense la rue comme des rues là, avec des bâtiments, avec de l'asphalte. Mais j'ai essayé complètement d'aller contraire à ça, de dire que finalement, tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui est montré à l'extérieur, c'est aussi la rue. Dès qu'on sort de chez soi, quelque part, on est dans la rue. Et qu'il y a une vie qui est différente, et ça c'est partout dans le monde entier, qui se passe dans la rue. Et c'est pour ça que le choix de ces images, si vous voyez, ce sont des choix. Une des raisons pour laquelle la première, c'était des habitants dans la ville du Caire, d'une maison qui est dans le cimetière. Bon, j'explique. Les Égyptiens, ils ont gardé cette notion que après la mort, il y a une vie. Donc, ils construisaient des pyramides avant. Il y a eu changement de religion. Il y a les coptes, les chrétiens, il y a les musulmans, il y a d'autres. Mais toutes les religions, ils ont gardé ce concept. C'est très intéressant de voir des fois comment une culture locale peut dépasser même les idéologies, même les religions. Donc en Égypte, le concept d'enterrement, c'est une vraie maison, comme construction maison. Et comme il y a beaucoup des habitants, il y a peu de maisons, donc les pauvres, ils commencent petit à petit à envahir ces maisons, ces petites baraques, pour les morts. On appelle ça les cités des morts. Il y a 250 000 habitants aujourd'hui dans les cités des morts. Les familles entières. Et des scènes incroyables. Moi, j'ai fait un reportage entier sur ça. Ils ne veulent pas beaucoup montrer, les gens ne veulent pas photographier. Et comme d'habitude, comme beaucoup d'autres choses, j'ai essayé d'avoir l'autorisation. 250 000 personnes qui habitent, et quand vous allez chez eux, vous voyez d'un seul coup le grand pierre tombale utilisée comme la table à manger, où les gens ils font leurs devoirs, les enfants, où les femmes ils font le vaisselle à côté. Donc c'est une relation aussi avec le mort qui devient complètement différente de ce que nous on connaît étrange. Et ça c'était les premières. Ces deux femmes, ils habitent dans une de ces maisons pour les morts. Et il y a aussi ce qu'on appelle les grandes fêtes des saints. C'est que dans chaque cimetière, il y a des saints qui sont enterrés et les gens y fêtent leur anniversaire. Et donc ils viennent, c'est des grandes cérémonies, des fois entre 1 et 3 jours, des grandes fêtes, des grandes soirées de danse, ce qu'on appelle les derviches, le système égyptien. C'est vraiment quelque chose à vivre. Donc ça, c'était la première image que j'avais envie qu'ils deviennent aussi comme spectateurs. C'est une face-à-face aussi qui nous regarde. Par contre, là, on est au bord de la mer Caspienne. Vous situez un peu la mer Caspienne géographiquement. Même si aujourd'hui, ce n'est pas un grand centre d'intérêt, mais dans 10 ans, vous allez entendre beaucoup parler de la mer Caspienne. Il est entouré aujourd'hui de l'Iran dans le sud, après Azerbaïdjan, la Russie, Kazakhstan, Turkménistan. Donc ça fait, c'est le plus grand lac du monde, on appelle ça une mer, mais en même temps, sous la mer, dans la mer évidemment, il y a le poisson, le sturgeon, qui est le meilleur caviar qui vient là-bas. Mais surtout, c'est le pétrole et le gaz, qui est éventuellement, selon les dernières statistiques, c'est beaucoup plus que le pétrole et le gaz qui existent en Arabie Saoudite et dans le Moyen-Orient. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, vous allez entendre parler dans les années qui viennent et vous allez comprendre, des fois, quand vous entendez des guerres dans ces pays, vous comprendrez pourquoi il y a la guerre. Et une des grandes guerres que nous vivons aujourd'hui, qui est la guerre d'Afghanistan, c'est à cause de gaz et pétrole de Caspien. Parce qu'il faut trouver un moyen de passage oléoduc, gazoduc,
de cette mer, de mer Caspienne. Le seul moyen de sortie, c'est Afghanistan, et c'est pour ça qu'il y a les 100 000 soldats américains, c'est pour ça qu'il y a une vraie guerre là-bas. C'est une grande partie liée à cette pétrole de cette mer de Caspien. Donc, c'était expliqué. Cette photo, j'avais accompagné une troupe de danse locale. Et le thème de danse, c'était le mal et le bien. Donc, c'était une très jolie danse avec beaucoup de femmes et des hommes habillés en rouge au bord de la mer et deux petites filles qui jouaient les anges. Et à un moment, je dis au directeur de troupe, alors moi, tout ce que je vois, c'est que du bien. Où est le mal dans votre... Et il se tourne vers la fumée et dit, le mal est là-bas. C'était la fumée qui sortait de l'usine de gaz de ça. Ça, tu dois connaître Bertrand, c'est l'Indikotal, le passage à Torkham. C'est le temps des Russes. Et les femmes que vous voyez, elles portent sur leur tête des caisses de munitions qui utilisaient, parce que tout est recyclé dans ces pays. Recyclé de telle façon que quand il y avait des bombardements dans les montagnes, qu'est-ce qu'on fait normalement quand il y a des avions qui viennent bombarder? Les gens, ils doivent, vous croyez qu'ils vont se cacher? Non, ils regardaient où est-ce que les bombes y tombaient pour courir, pour voir ce qui reste à récupérer. Les petits bouts de métal, et c'était ça en réalité. Chaque fois il y avait des bombardements dans le village, les gens, celui qui arrivait en première, il allait attraper les plus grands morceaux des bombes et utiliser pour quelque chose. Donc là, c'est des caisses de munitions qui est utilisées pour porter. Et ensuite, si vous allez bien regarder, il y a un type qui est là, qui se lève. Au fond, j'étais à cheval. J'ai beaucoup voyagé à cheval en Afghanistan. Et avec un groupe de médecins, je ne sais pas si c'était Médecins du Monde ou MSF, en tout cas, c'était un groupe de médecins avec qui je voyageais. On était 5-6 à cheval. Et d'habitude, quand je prends un cheval pour aller voyager, travailler, je prends une demi-journée pour l'habituer à l'appareil photo. Parce que si vous êtes assis sur un cheval et qu'il ne connaît pas, et derrière lui, vous commencez à faire des photos, il ne sait pas ce qui se passe, il ne le voit pas, donc il peut faire des mouvements. Ce que j'ai fait chaque fois, j'ai fait habituer mon cheval au bruit de l'appareil. Ce jour-là, on était cachés et on ne savait pas quand est-ce qu'on va partir, on n'avait pas encore le cheval. Et d'un seul coup, les gens qui étaient avec nous, ils viennent, ils disent, c'est bon, il faut partir maintenant. Et je dis, mais attends, moi, je n'ai pas préparé. Et il y avait le coucher de soleil. Je dis, bon, tant pis, je ne ferai pas de photos, ou je ferai attention. Mais arriver à côté, passer dans ce village et voir cette scène, comment je peux ne pas faire de photos? C'est impossible. Donc, je prépare, je tiens avec une main, je fais la photo. Et d'un seul coup, je vois un homme qui est là, qui me voit. Et photographier les femmes, c'est, vous savez ce que c'est votre arrêt de mort. Le type, il se lève, il prend son fusil vers moi. Et le moment où il tire, le cheval, comme ce n'était pas habitué, il part avec, dès que je fais la photo, le cheval, il prend comme un galop, il saute, et il me sauve la tête, il me sauve la vie, enfin, en réalité. Sinon, les Afghans, ils ratent jamais leur cible, vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que il y a toujours une bien après chaque mal. J'ai pas pu habituer mon cheval, et finalement, il a sauvé ma tête, ma vie, et j'ai pu faire cette photo. Pour vous dire, cette architecture de ces maisons, on trouve ça dans beaucoup de régions, mais fait aussi en pierre. C'est des endroits, comme il y avait toujours des attaques, des razzias qui se faisaient. Donc, c'est là où les gens ils se réfugiaient chaque fois qu'il y avait des razzias. Ils se réfugiaient là-bas, ils se mettaient là,
se défendaient ou ils mettaient leurs biens en haut. Et tout ça, c'était pour tirer sur les assaillants. Là, vous voyez, ça existe ça dans les forteresses aussi, dans les forts. C'est les mêmes formules. Alors, comme on ne va pas avoir le temps d'expliquer tout, j'essaye de passer. Oui, c'est un autre concept de rue. Là, vous voyez toutes les rues là. Dans un camp de réfugiés qui se fait au bout d'un seul coup, au bout de 24 heures, 48 heures, vous avez d'un seul coup des milliers de gens qui débarquent avec femmes, enfants et le petit truc qu'ils ont pu avoir. Et d'un seul coup, il y a presque une ville qui se crée dans le camp de réfugiés, comme ça. Et d'ailleurs, depuis des années que ça se passe, il y a plein des organisations humanitaires qui est créée aujourd'hui pour aider les réfugiés. Donc, vous avez une organisation humanitaire qui est spécialiste, arriver et trouver le terrain et avec les outils pour venir et quoi qu'il arrive, tout de suite, à créer une vraie terrain au bout de quelques heures ou une journée. Et ensuite, il y a une autre qui arrive avec des tentes, l'autre qui arrive des spécialités de créer des latrines. Donc, tout ce qui est, je dirais, aide physique aux réfugiés, on a déjà les organisations humanitaires. Et c'est là, en vivant, en allant dans tous ces centres réfugiés, où je me suis rendu compte que finalement, on s'occupe de tout ce qui est le besoin physique, mais il y a plein d'autres choses qui restent. Exemple, qu'est-ce qui restait? C'est que les enfants qui arrivent là-bas, ils sortent de l'école, beaucoup. C'est pas parce qu'ils vivent ici que c'est des enfants qui viennent des villes, des fois. Des villages où vous avez bien établi, ils ont des écoles. Et qu'est-ce qui se passe? Ces enfants qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur école, et qui sont tous réunis quelque part, ils n'ont pas accès à l'éducation. Et des enfants à bas âge, vous savez combien un jour c'est important pour l'éducation. Un jour perdu, c'est un an perdu dans l'apprentissage. Donc tout ça, c'était pour moi, une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette association Naïna, c'était aussi ça, c'était de dire que si on arrive à trouver des moyens d'éducation pour les enfants qui sont dans le camp de réfugiés, parce que déjà, ils sont tous là. Première chose, c'est qu'ils ne sont pas éparpillés dans les différents villages ou différentes villes. Ils sont des dizaines de milliers des fois hein, dans un seul endroit. Donc, c'est l'occasion, à Nord, de les réunir, de leur passer des informations, de leur donner une forme d'éducation et surtout utiliser les moyens modernes qui est le visuel, qui est le cinéma itinérant, qui est les radios. Donc c'est un peu sur ça que je me suis basé de l'aide, pas matérielle aux réfugiés, pas l'aide physique, comme on dit, mais une aide qui est beaucoup plus précieuse finalement que dans le long terme. Des enfants qui sont formés dedans, ou en créant une petite radio, on est en train de lancer ça, créer une petite radio pour les femmes. On forme quelques femmes pour qu'elles deviennent journalistes, utiliser la radio, un petit émetteur, et qui émet sur le camp des réfugiés. Donc le camp, il a son radio mené par les femmes, et vous pouvez imaginer toutes les informations constantes qui peuvent passer dans juste un petit poste radio, toute l'aide qui peut emmener à ça. Donc ça, c'est une des, je dirais, préoccupations de l'avenir pour moi, c'est créer et orienter l'association Naïna qui offre en Afghanistan et ailleurs une branche de travail avec les réfugiés. C'est le meilleur moment pour eux. Là, c'est une vraie rue. On voit à peine un char de l'armée turque qui est en train de passer. Et ça, ce sont des Kurdes. La bataille des Kurdes. Les Kurdes, les Palestiniens, les Afghans, ce sont les vrais, pour moi, les vrais plaies de notre, aujourd'hui, civilisation. Tant qu'on n'a pas réglé
ces trois problèmes, le problème des Afghans, les Palestiniens et les Kurdes, on n'aura pas la paix. Et quand on dit on n'aura pas la paix, ça ne veut pas dire en Moyen-Orient, ça veut dire ici, dans le village. Ça veut dire partout en Europe, ça veut dire partout aux États-Unis. C'est tellement lié, toutes ces histoires. C'est la raison pour laquelle, un des sujets sur lesquels, depuis 30 ans, je travaille et que constamment, j'ai publié des livres, des articles, c'est le problème des Kurdes, au même niveau que le problème afghan ou palestinien. Il faut trouver des solutions. Je sais que dans notre vie, peut-être on ne trouvera pas des solutions, mais il ne faut pas, parce qu'on dit que c'est quelque chose de compliqué, d'oublier et de ne pas le faire. Donc, chaque moment, chaque vie, chaque jour de notre moment, il faut qu'on se dise, si moi je veux la paix chez moi, c'est quelque part lié à ça. Comment moi je peux faire ça? N'oublions pas cet proverbe très juste chinois qui dit les battements des ailes de deux papillons dans l'hémisphère nord peut créer des tempêtes dans l'hémisphère sud. Et c'est une réalité. Le battement des ailes de deux papillons en hémisphère nord peut créer des tempêtes dans l'hémisphère sud. Ça a l'air complètement philosophique, le New Age, mais c'est une réalité. C'est une vraie réalité, c'est que tellement tout est lié. Tous les mouvements, tout ce qu'on fait ici aujourd'hui, cette énergie qui est ici, c'est certainement va avoir des effets quelque part d'autre aujourd'hui ou dans une semaine ou dans un an ou dans 10 ans. Ça, c'est évident. Donc, problème kurde, palestinien, afghan, il faut que quelque part devienne dans notre vie quotidienne pour le bien de nous, pour le bien de notre communauté aussi. Et après, pour le bien de la communauté humaine, une préoccupation pour nous. Ça, peut-être vous connaissez ou vous avez déjà vu. D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que ce système de légendage, c'est mon invention. Et j'en suis très fier. Et je fais ça dans tous mes expos parce que j'en avais marre des gens qui vont dans le musée constamment et que quelqu'un le frappe et le nez contre le mur au lycée et qu'il y a une seule personne qui dit. Donc j'ai fait ça. C'est comme on a tous l'habitude de prendre ça à la main. D'ailleurs, je fais des fois, si nécessaire, dans deux langues ou des langues différentes, ce qui permet à chacun de lire et de se mettre dans la distance qu'il veut, dans la taille, c'est pas important. D'ailleurs, j'aurais dû enregistrer cette invention-là. Je commence à voir dans plein d'autres expos qui le font, tant mieux. Beaucoup de fois, les gens ils me demandent quel est le moment le plus dur dans la guerre que j'ai vécu. Pour vous dire, sur les 30 ans que je fais ce métier, d'ailleurs, j'ai dit ce métier, je ne considère pas un métier, c'est une mode de vie pour moi. De photographier, filmer, raconter, d'exposer, faire des films, tout ça c'est une mode de vie pour moi. Et j'ai dû voir presque toutes les guerres qui étaient dans ces 30 dernières années. J'ai dû voir des dizaines de milliers de gens morts, les gens avec qui je parlais où je vivais et que blessés, où j'ai dû rencontrer des gens qui étaient massacrés, qui avaient perdu leur famille. Donc tout ça, c'est des moments... Moi-même, j'ai été blessé plusieurs fois. Je me suis trouvé dans les hôpitaux, dans l'évacuation militaire et médicale. Mais vraiment, vraiment, le moment le plus dur pour moi, c'était quand je me suis trouvé devant cette petite fille à Sarajevo, dans un moment où la ville est complètement assiégée et que les Serbes, tout le monde comment dirais-je, jus, là, dès que quelqu'un sort, il reçoit une balle, les francs-tireurs, et la ville, il ne reçoit pas l'aide nécessaire, les gens, presque, c'était 2 ans après le siège, et je ne sais pas à l'époque combien d'habitants ils avaient, mais au moins chaque personne avait perdu entre 5 et 10 kilos.
C'était vraiment, c'est ça, pour comprendre un peu Et à un moment où, des fois, des après-midi, un moment dans la journée, on savait que les gens ils vont sortir pour aller chercher à manger ou aller trouver de l'eau de la rivière, il n'y avait plus d'eau, ou aller dans les hôpitaux, dans les morgues. Et je vois cette petite fille adossée contre le mur. De loin, moi, je le vois. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, des fois, les scènes, c'est des forts. Il faut faire la photo tout de suite. On demandera la permission après. Vous voyez, ça se passe tout de suite, il faut le faire. Et je la photographie. Elle a un regard assez dur en même temps. C'est pas une dureté contre moi, c'est une dureté, on sent quelque chose. Je me rapproche avec mon interprète, dire qu'est-ce que tu fais? Il dit je vends mes poupées. Et d'un seul coup, je me rappelle qu'on est 21 décembre. Et toute l'image, il me vient que à 40 minutes de vol d'ici, toutes les filles, ils sont en train de choisir des poupées partout en Europe, vous voyez ce que je veux dire? Toutes les petites filles comme elles sont en train d'aller chercher des poupées et elle est en train de vendre. Et j'ai dit, mais pourquoi tu les vends? Elle dit, parce que ma grand-mère n'a pas mangé depuis 4 jours. Et je vais acheter du pain pour elle. Quand elle dit ma grand-mère n'a pas mangé, ça veut dire qu'elle-même, elle n'a pas mangé. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, ce moment, et ça devient, et ça restera toujours, un des moments, ou le moment le plus dur pour dire pourquoi la guerre, c'est inhumain. Pourquoi la guerre est inhumaine, c'est ça. Emmener une petite fille, 9-10 ans, de telle façon de pression pour vendre l'objet le plus précieux qu'ils peuvent avoir une fille dans sa vie, de cet âge, de le vendre pour acheter du pain parce que la ville est assiégée et ne comprend pas pourquoi la guerre. Et c'est là où j'ai dit les enfants sont double victimes des guerres parce qu'ils subissent des changements incroyables dans leur vie et en plus, elles ne comprennent pas pourquoi. Allez expliquer à une petite fille pourquoi les Serbes, la Yougoslavie, le chute de l'Union soviétique, la seule chose qu'elle voit, c'est des avions, des bombardements, perte de ses habitudes, de ses amis. C'est ça les doubles victimes de toutes ces guerres. Donc ça reste, et ça restera toujours pour moi les moments vraiment très durs. Et c'est là mon vrai travail qui est contre les guerres en réalité. Quand les gens ils me disent « Ah, vous êtes photographe de guerre ?» J'ai dit « Non, 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 moi je suis un correspondant de paix. Mais je vais sur les scènes de guerre pour vous expliquer combien c'est absurde la guerre. Et pourquoi il faut qu'on fasse tout, qu'il n'y aura plus de guerre. Ça pourra arriver à un moment, comme hier soir, je disais que je vois dans 500 ans ou 1000 ans, nos descendants, ils vont nous regarder dans le 21e siècle en disant « Oh là là, il y a 1000 ans ou 500 ans, nos ancêtres, c'était des barbares. Au lieu de mettre leur argent dans la santé ou l'éducation de leurs enfants, ils faisaient des chars. Ils construisaient des avions de chasse pour attaquer les autres. C'était des barbares quand même. Hein. Et nous, on croit qu'on est civilisés, qu'on sait tout. Pensez un peu à dans 500 ans, qu'est-ce qu'on va dire de nous? Vous voyez? Les barbares, les sauvages, parce qu'on accepte de vivre, on accepte dans les pays où on construit des armements, on vend des armements, et que nous on est tranquille et on dit mais qu'est-ce qu'ils font ces armements dans le monde? C'est ça qu'ils font. Donc vivre sur une économie qui est basée sur le vente des armes, je ne crois pas que ça soit quelque chose d'acceptable. Surtout quand on sait ce qu'ils font, ces armes. C'est pas parce que... et en plus, le pire de toutes ces histoires, c'est que Bertrand, il doit savoir, moi, sur terrain, on sait, c'est que finalement, derrière beaucoup de guerres aujourd'hui, on voit les manipulations des marchands d'armes et les pétroliers et les grandes industries. Finalement, ils créent la guerre pour vendre leur... Ça, on le sait. D'ailleurs,
je sens très bien qu'ils sont en train de créer une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ou l'Iran et l'Arabe bientôt, et que c'est pas pour rien. Depuis 1 an, les Américains ils ont commencé à vendre des milliards de dollars des armes aux Saoudiens. Vous voyez, donc c'est un peu ça, être pacifiste pour expliquer la dureté de la guerre. C'est ça que j'essaye de mener. Une autre rue, un moment important pour moi. J'avais quitté l'Iran en 81, donc je ne suis pas retourné depuis 12 ans. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans que je ne suis pas retourné. Mais le moment de cette photo, ça faisait 12 ans que je n'avais pas retourné, je n'avais pas vu l'Iran. Et donc, imaginez si un jour, j'espère que ça ne va pas arriver, mais vous êtes exilé de France, vous ne pouvez pas aller, et vous vivez en Iran. Et vous êtes emmené à venir en Belgique ou en Allemagne. Qu'est-ce que vous avez envie de venir à la frontière, regarder de l'autre côté, même si vous savez que si vous mettez le pied, ils vont vous tuer. Donc, je décide d'aller, c'est en Turquie, je fais reportage pour National Geographic, je décide d'aller visiter la frontière iranienne. J'arrive dans cette ville, je loue un chauffeur de taxi à l'aéroport en disant, voilà, je vais rester 4 jours dans la région, je suis photographe, je dois faire des photos, donc ce n'est pas le point A et point B à 100 à l'heure. Du coup, on va doucement, je regarde, s'il y a des choses que je vois, il lui dit, ok, pas de problème, monsieur, aucun problème. Je parle le turc aussi, la langue. Et il me dit, où est-ce que vous voulez aller? Je dis, écoute, j'ai envie d'aller frontière iranienne, je suis d'origine iranienne, je n'étais pas là depuis longtemps. Oh, pas de problème, je vous emmène. Et on vient à peine, et à un moment, il dit, préparez-vous, monsieur, la rue, quand je vais tourner, vous allez voir les montagnes d'Iran. Ça, c'était vraiment Et c'est vrai, il tourne, je suis fasciné, je vois les montagnes, mais qu'est-ce que je vois d'autre? C'est ces deux gamins qui sont en train de porter Donc lui, il me parle de montagnes, moi je vois ces deux gamins avec la télévision. Et je vois qu'il essaye d'accélérer pour passer vers la montagne. Et pour moi, la photo, c'est ça. Et dans mon travail, moi, je fais toujours la photo spontanée. Je ne refais jamais la scène en disant est-ce que vous pouvez refaire de nouveau? Ça, c'est Hollywood, ce n'est pas le photographie pour moi. Donc, j'essaie de lui dire excusez-moi, vous pouvez vous arrêter? Il parle arrêtez-vous, s'il vous plaît. Il continue. Et là, je ne pouvais plus et je donne un coup sur l'épaule en criant arrête! Le type, il est presque effrayé. On vient à peine de se connaître. Il freine et je descends, je cours. J'ai 4-5 photos de ces gamins qui passent. Je reviens. Il a encore la main ici. Il me dit monsieur, excusez-moi, c'est tous les photos, vous allez faire comme ça là? Je m'excuse, j'essaie de me demander pardon et tout ça. Mais ce qui était génial, pendant 4 jours, il était à 20 à l'heure, pas plus. Il regarde partout. Dès qu'il voyait quelqu'un qui traverse, il disait « J'arrête, vous voulez faire des photos ?» Non, allez-y. C'était extraordinaire ce moment de dire comment il disait « Je voudrais que j'arrête, là, il y a des gens qui passent. » Non, c'est pas ça. Donc ça, c'est une autre histoire de rue, là. Là, c'est un peu la même scène que la rue en Kurdistan, Irak, de Turquie, là, quand vous avez vu. C'est le même jour, en réalité. C'est qu'on a expliqué. Là aussi, c'est une autre histoire. C'est l'histoire d'une guerre un peu oubliée qui s'est passée dans le Caucase il y a 20 ans. C'est la guerre entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais. C'est 2 pays voisins qui vivent ensemble, qui n'ont jamais fait mal l'un à l'autre et qu'ils ont tous vécu ensemble. Mais à la chute de l'Union soviétique, comme dans d'autres endroits, les grands puissants, ils avaient besoin d'une guerre.
Je n'explique pas en détail pourquoi, mais que cette guerre qui a commencé entre Azerbaïdjan et Arménie, qui a fini par que les Arméniens ils occupent 20% de le territoire azerbaïdjanais, qui a 1 million de déplacés de l'Azerbaïdjan, 1 million sur 7 millions, ça fait qu'Azerbaïdjan aujourd'hui, il se trouve dans le premier rang des Nations Unies des réfugiés, le pays, les personnes déplacées. Et tout ça pour que la route de pétrole qui pourrait aller de la mer Caspienne vers la Méditerranée soit coupée. Vous voyez un peu cette guerre a emmené cette route, parce que tout le pétrole de Caspien, on revient sur cette histoire de Caspien, parce qu'il se passe beaucoup de choses qui sont liées à notre vie quotidienne aussi de toutes ces guerres. C'est que le pétrole et le gaz de Caspien étaient portés par les Russes pendant 70 ans, pendant 100 ans. C'est eux qui tenaient ça. Et il y a la chute de l'Union soviétique, ou la chute de l'Empire russe, comme je l'explique, c'est pas... Et c'est les Américains qui arrivent tout de suite et ils font contrat avec tous ces gens. Mais il faut trouver une route, c'est bien d'avoir le contrat, mais il faut trouver une route pour sortir ces pétroles et gaz. Et la première route principale, c'est une route qui passe de Azerbaïdjan, Arménie, arrive en Turquie et Méditerranée. C'est la meilleure route, direct. Paf. Et donc, pour les Russes, il faut arrêter la possibilité. Le seul moyen, c'est créer une guerre. Voilà pourquoi il y a eu la guerre. Il y a encore la guerre d'Arménie-Azerbaïdjan. De la même façon, la guerre Tchétchénie était aussi liée à ce pétrole de gaz de Caspien. La guerre en Afghanistan et Taliban, c'est lié à ce pétrole et gaz. Et ça, c'est les enfants réfugiés de cette guerre qui étaient chassés par les Arméniens, qui arrivent, il n'y a pas de place pour vivre. Dans un pays de 7 millions d'habitants, quand vous avez 1 million de déplacés, c'est difficile de trouver les places pour 1 million. Donc ils commencent à trouver n'importe où. Et ça, c'était des anciens petits baraquements des ouvriers de champs de pétroliers qui étaient restés vides. Donc beaucoup de familles, ils ont commencé à vivre dedans. Mais réfugiés, pétrole, c'était quand même très... Symboliquement, c'était important. Il y avait tout dans cette histoire. Une guerre pour le pétrole, les réfugiés, mais la joie des enfants. Il est où? C'est magnifique. C'est de dire que dans tous les moments, il y a une vraie joie. Et c'est une des raisons aussi, dans mon travail, j'essaie d'expliquer, c'est cette volonté de montrer que dans la guerre, je ne montre pas des cadavres ou des blessés, comme vous avez vu. Je montre la souffrance humaine, mais je montre aussi la beauté de la vie, la beauté des visages. C'est une mode de mon travail aussi. Et ça, on est à Lourdes, avec des dizaines de milliers de gens le soir qui montent les bougies. C'est une autre forme d'expliquer la rue. C'est aussi une autre mode pour moi, c'était d'expliquer que les religions peuvent devenir une source de paix, peuvent devenir une source de ce rassemblement, si il y a une vraie volonté, si ils ne sont pas liés à la politique. C'est chaque fois que la religion était liée à la politique qu'il y a eu tous ces massacres au nom de Dieu qu'il y a eu dans le monde. Là, on est dans le même cas que le camp de réfugiés que vous avez vu. Comme je disais, ils construisent les camps de réfugiés à Rwanda et Burundi. Et le dernier, de nouveau, on revient sur l'Égypte. C'était un moment paisible dans la cité des morts. On est toujours dans le même contexte, mais de nouveau, les enfants, où que ce soit, n'importe où, même les enfants que moi j'ai vus dans le bidonville le plus horrible du monde, pour eux, leur petit endroit, c'est le paradis du monde. Il n'y a pas mieux que ça. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi avec les enfants, de voir ça. Donc je finissais avec cette photo qui est aussi une forme de joie dans le même lieu, la cité des morts, mais de joie des enfants. Voilà. Merci beaucoup. Merci.